Plus besoin d'aller étudier en Europe, aux États-Unis ou au Canada. EISA certifié ISO 21001 version 2018 et ISO 9001 version 2015 vous offre des formations de qualité. EISA, c'est plus de 80% des diplômes opérationnels, licences et masters accrédités CAMES. Nous pouvons avoir les mêmes formations que nous avons en Europe, nous pouvons bénéficier des mêmes formations et dans les mêmes conditions, avec bien sûr en surcoût quelque chose de moins cher et adapté à notre environnement. Cours en ligne disponible à l'EISA, possibilité de payer la scolarité avec des produits agricoles, 50% de réduction des frais d'inscription, site web www.esatogo.com. La nomination de Fonia Singbe comme médiateur dans la crise AES-CEDEAO a fini par éclipser une partie du communiqué de la 165e session des chefs d'État de la CEDEAO qui justement parle du Togo. Entre autres, nous parlons des articles 20 et 29 qui félicitent le Togo pour le bon déroulement des élections législatives dernières et surtout qui prennent note du changement constitutionnel opéré au Togo alors que les textes de la CEDEAO interdisent justement à tout État de modifier la Constitution à 6 mois des élections. Alors, si cela a pu échapper bon nombre à cause de l'actualité croustillante de l'AES et puis de la CEDEAO, le front touche pas à ma constitution n'a pas manqué d'attirer l'attention de l'opinion sur ces articles en question, et ce front en question parle justement de trahison. Dans cette émission, nous allons analyser la toute dernière sortie de la CEDEAO sur le Togo à travers son communiqué, mais dans la foulée, nous apprenons également la création d'un mouvement dénommé le MNL, Mouvement National de Libération, qui est piloté par 3 personnalités très connues du public, enfin de l'opinion politique togolaise. Je parle entre autres de l'ancien ministre de l'Intérieur Akila Essor Bokor d'un côté, Kofi Yamniam, l'ancien maire du côté de la France, qui est un Togolais, et sans oublier un certain Jean Sylvanus Olympio, qui n'est pas aussi très connu. Dans cette émission, nous allons analyser l'impact que peut avoir un tel mouvement très loin des frontières togolaises, et nous verrons si l'opposition togolaise est de plus en plus isolée diplomatiquement au regard de tout ce qui se passe, ou alors si la contextation justement de la Constitution a encore de beaux jours devant elle. Mais pour y arriver, j'ai 2 invités ici au plateau. Je commence par ma gauche, Horus Donkouvi, qui est déjà un habitué du plateau. Il est analyste politique. Horus, bonsoir. Bonsoir, Roger. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Alors, en face, j'ai monsieur Nimdewa Atapama, qui vient du Front Touche pas à ma Constitution. Nimdewa Atapama, bonsoir. Bonsoir. Alors, Horus, la CEDEAO dans cette texte interdit, comme je l'ai dit dans l'introduction, toute modification constitutionnelle à 6 mois des élections. Mais au Togo, le changement constitutionnel le passage de la 4e à la 5e République s'est opéré en pleine campagne électorale. Et certains s'attendent peut-être à voir la CEDEAO condamner cet État de fait lors de sa 67e session des chefs d'État. Mais elle dit plutôt prendre acte tout simplement. Alors, comment cela s'explique alors que l'organisation fait plus que jamais face à un discrédit sans précédent? Bon, est-ce qu'on peut être étonné de l'attitude de la CEDEAO? Elle est coutumière du fait. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle elle m'a étonné lorsqu'elle s'en est pris au Niger, au Mali et au Burkina Faso, parce que ce n'était pas la première fois que la CEDEAO, d'une manière ou d'une autre, va être duplice de ce qui se passe dans plusieurs pays d'Afrique en termes de manquement à la liberté d'expression, manquement au respect des constitutions et des élections, et ainsi de suite. Donc, personnellement, je ne suis pas très étonné. Quoi dire d'autre? Je pense que beaucoup d'acteurs s'entendent sur le fait que sur le fond et sur la forme, ce qui s'est passé au Togo est très très largement discutable et très très largement contestable. La CEDEAO, comme on le sait, a envoyé des émissaires. Quand ils sont arrivés, leur posture a été plus ou moins ambivalente. Tout le monde s'en est aperçu, mais on est passé dessus. Actuellement, elle sort ce communiqué-là. Moi je me dis c'est un peu dans l'ordre des choses. Hein. C'est pas maintenant c'est peut-être le problème avec la CEDEAO, c'est que quand on en parle, on a l'impression que le désaveu de l'opinion face à la CEDEAO est récent. Il n'est pas récent. C'est un vieux désaveu. Et donc
justement, c'est par rapport au contexte. S'il y a ce désaveu-là qui existe, on pourrait peut-être imaginer autre chose dans le sens de... Imaginer autre chose venant de la CEDEAO, peut-être dans le sens de pouvoir se racheter. Ah ben non, je vois pas comment elle pourrait, surtout dans le contexte actuel, s'opposer de façon radicale à ce qui se passe au Togo, alors même qu'elle a besoin d'un de ses représentants, des acteurs clés dans sa médiation. Je ne le vois pas. D'accord. Vous, dans votre posture d'analyse politique, vous voyez pas pour vous, c'est sans surprise, mais je reviens à notre invité, notre second invité du jour, Atta Kwamani Mdewa. Le Front touche pas à ma constitution a sorti un communiqué décriant l'attitude de la CEDEAO quand on sait que l'opposition togolaise a été habituée quelque part au revers de tout ce qui sort là-bas comme communiqué. L'opposition togolaise n'a jamais cessé d'ailleurs d'accuser la CEDEAO de prendre parti très souvent pour le régime en place, mais quand vous sortez ce communiqué cette fois-ci, et ça dit que vous, de votre côté, vous attendiez peut-être à quelque chose d'autre venant de la CEDEAO cette fois-ci? Non, nous rappelons juste que la CEDEAO a l'habitude de trahir le peuple togolais. Ce n'est pas la première fois. La CEDEAO l'a fait en 2005. La CEDEAO l'a fait récemment aussi en 2017, 2018. Et donc, nous rappelons bien que c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, il faut aussi dire que les communiqués diplomatiques ne prennent pas souvent en compte toute la complexité de la situation, les discussions en coulisses par exemple. Donc ce n'est pas des décisions immuables ces communiqués-là. Et pour exemple, je vous renvoie au sommet, au 43e sommet qui s'est tenu à Lomé en 2018. Vous avez vu que au moment du communiqué, c'était le ministre togolais des Affaires étrangères qui a lu le communiqué et il a curieusement oublié un passage qui demandait au gouvernement togolais de renforcer le processus électoral. Et ça l'arrangeait bien d'oublier. C'est pour vous dire que les communiqués de la CEDEAO ne sont pas rédigés par des oracles, d'accord? C'est un communiqué final du sommet de la CEDEAO, ce n'est pas un signe du phare. Donc, ce n'est pas immuable. En fait, c'est des fonctionnaires qui le rédigent et en général, il y a beaucoup de tractations, d'accord? Et ça ne prend pas en compte tout ce qu'il y a comme complexité au sein des forces qui interagissent. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que un espace comme la CEDEAO, d'accord, il y a plusieurs forces qui s'entrechoquent. Même si les chefs d'État se sont constitués en syndicats, chacun veut utiliser ses pions pour défendre ses intérêts personnels. Et vous allez voir que chaque chef d'État, quand il prend position pour une crise, notamment par rapport à la crise togolaise, moi j'avais rappelé même déjà en 2018 que sur une chaîne de la diaspora, qu'en fait il ne faut pas se faire d'illusions que ce soit Nana Akufo ou Ouattara ou Condé qui prennent position sur notre crise, c'est en fonction de leur propre agenda. Par exemple, Ouattara et Condé, eux, pourquoi ils soutenaient Faure Gnassingbé à ce moment pour son 3e et 4e mandat? C'est pour pouvoir justifier leur 3e mandat plus tard. Parce qu'ils pourront dire, mais lui, il a le droit de faire 4 mandats, pourquoi nous, on n'a pas le droit de faire un 3e mandat? Et aujourd'hui, vous avez vu que la voie est libérée. Ils ont créé cet environnement-là pour permettre dans l'espace que les gens puissent faire 4 mandats, 5 mandats et s'éterniser au pouvoir. Alors, l'une des critiques formulées à l'endroit de la CEDEAO qu'on entend de plus en plus ces derniers temps, c'est que quand il y a coup d'État constitutionnel dans un pays, elle est muette, mais lorsqu'il y a coup d'État militaire, elle se met vent debout. Et dans le contexte togolais, les opposants considèrent que c'est un coup d'État constitutionnel et demanderaient, ou bien l'opinion voudrait quand même que la CEDEAO intervienne pour faire respecter tout ce plan, ces textes en ce qui concerne les 6 mois. Pourquoi, selon vous, l'organisation ne s'est pas saisie de cette occasion pour redorer son blason alors qu'elle fait face à une crise existentielle sans précédent? Mais c'est justement ça, c'est parce qu'elle n'est pas une organisation forte. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire s'il était une organisation forte, intègre et qui a la possibilité de contraindre, elle l'aurait faite. Mais ce n'est pas le cas justement. Et donc, en l'ordre actuel des choses, où on a carrément un schisme, on a carrément un nouveau groupe qui se crée, et où parce qu'il y a ce nouveau groupe, il y a une alternative de choix pour chaque dirigeant.
difficile pour elle d'être radicalement opposée à un chef d'État quel qu'il soit. Par exemple, en Côte d'Ivoire, on commence à parler, à susurrer plus ou moins la possibilité pour Monsieur Ouattara de se représenter. Donc, en supposant qu'il se représente, je ne vois pas, par exemple, la CEDEAO se lever, être vent debout contre Monsieur Ouattara, non. Et donc, actuellement, pour moi, c'est une organisation qui joue sa survie et qui joue, comment dirais-je, le reste de crédibilité qui lui reste. Je la vois mal, dans le positionnement actuel, se mettre à dos un président qui a l'avantage pour lui de pouvoir se positionner comme étant, qu'on appelle une alternative diplomatique. Il a adoubé par les États de l'AES. Le port de Lomé a une importance stratégique pour toute une région. Que peut faire la CEDEAO? C'est de la réelle politique. C'est de la réelle politique. C'est peut-être, je pense même d'ailleurs que au niveau des acteurs politiques africains, c'est la première chose à prendre en considération. Et ce n'est pas nouveau, ce n'est pas spécifique à l'Afrique de l'Ouest, c'est mondialement. C'est comment dirais-je, ce sont des réalités très redondantes en termes de politique mondiale. Donc il faut pas s'étonner que la CEDEAO soit vraiment dans la réelle politique. Seulement en le faisant, il ne faut pas qu'elle s'étonne qu'elle soit discréditée aux yeux de l'opinion. Et donc, à quoi ça sert une organisation qui se veut supranationale, qui se veut représentante des intérêts des populations, alors que ces populations, justement, ne se sentent plus représentées valablement par elles? Oui. C'est là où doivent se situer les principaux questionnements je vais dire, en griffe des leaders de la CEDEAO. C'est-à-dire, partout, actuellement, on remet en cause l'intégrité et la légitimité même des acteurs qui prennent des décisions. Alors, Monsieur Atapama, en Afrique de l'Ouest aujourd'hui, il y a deux blocs qui sont là, face à face. D'un côté, le bloc de la CEDEAO soutenu par la France et dans une certaine mesure l'Occident. Et de l'autre côté, on a l'AES avec derrière la Russie. Et dans une certaine mesure, notre pays, le Togo. Aujourd'hui, clairement, quelle est la position de l'opposition togolaise entre ces deux blocs-là qui existent? Est-ce que vous êtes proche de l'AES ou bien de la CEDEAO? Quel est votre choix? Non, je pense que la question ne doit pas se poser de cette façon parce que quand on a en tête l'avenir de tout un peuple, on ne peut pas réfléchir genre je prends parti ici ou je ne prends pas parti. Ce qui se passe au niveau de la CEDEAO, nous l'avons dit, c'est contestable et c'est contesté, nous le contestons parce que au lieu que le Parlement de la CEDEAO ait plus un rôle à jouer, c'est plutôt les chefs d'État qui sont en syndicat et qui défendent leurs intérêts. Mais d'un autre côté, quand on prend l'AES aujourd'hui aussi, depuis ce qui s'est passé, on ne peut pas être sûr que les peuples sont vraiment défendus. Par l'AES? Oui. C'est quand vous prenez, là ici je parle à mon nom personnel, vous comprenez? Je dis que quand vous prenez tout ce qui se passe, par exemple si nous prenons le Burkina Faso, c'est un militaire qui est au pouvoir. Il est arrivé par un coup d'État militaire. Il a promis à son peuple de travailler à lutter contre le terrorisme. Il avait donné un délai. Aujourd'hui, il n'est pas arrivé à satisfaire son peuple et il a muselé beaucoup de gens, des gens qui sont dissidents parce que il y a cette théorie-là de cinquième colonne. Pour tous ceux qui ne sont pas d'accord, on dit qu'ils sont les valets locaux de l'impérialisme et il y a une diplomatie du soupçon permanent qui est d'accuser tous les voisins de tous les maux. Comment on peut être panafricaniste et faire en sorte toujours d'être divisé avec d'autres Africains? Oui, mais Monsieur Atapama, pour revenir un peu au contexte togolais, je comprends que vous ne vous sentez pas proche de la démarche de l'AES et vous fustigez d'un côté aussi la CEDEAO. Finalement, vous savez très bien que la politique, c'est aussi une question de soutien extérieur. Finalement, quels sont les soutiens extérieurs de l'opposition togolaise aujourd'hui? En fait, moi, je l'ai dit à plusieurs reprises et je le rappelle, et surtout au peuple togolais. En réalité, si vous voulez, si ça dit que être isolé ou bien bénéficier d'un soutien extérieur, c'est cautionner un coup d'État constitutionnel. Si
se sentir soutenu par l'extérieur, c'est cautionner un processus électoral contestable et contesté. Là, moi, personnellement, et puis nous, de toute façon, au niveau du Front Touche pas à ma Constitution, nous prenons cet isolement-là, entre guillemets, comme un badge d'honneur. Parce que nous le prenons vraiment comme un badge d'honneur. Le problème pour tout pays, tout peuple qui veut se libérer, qui veut réellement la démocratie, c'est de compter sur ses propres forces. C'est de ne pas délocaliser le travail à l'extérieur. D'accord. Il parle de badge d'honneur. Est-ce que vous pensez que l'isolement diplomatique de l'opposition aujourd'hui sert véritablement ses intérêts? Est-ce que vous êtes d'avis avec M. Atapana? Non, sur ce point-là, je ne suis pas d'avis parce que historiquement, alors, si vous voulez, les partis politiques, à mon sens, et ce que j'observe au niveau de la surface du monde, c'est que ils vont s'appuyer ou ils vont énoncer une ligne idéologique. Ça a l'air banal comme ça, mais ils vont énoncer, ils vont statuer, ils vont se positionner sur une ligne idéologique. C'est ce qui fait que, par exemple, lorsque vous allez aux États-Unis, de façon rapide, vous savez si vous êtes partisan des républicains ou des démocrates. Si vous allez en Europe, vous savez si vous êtes de la gauche ou de la droite. Vous allez en Chine, il y a le PCC chinois, et bien avant, il y a eu les réformes de Sun Yat-sen, ainsi de suite. Et donc, en Afrique, dès les premières luttes de l'indépendance, il y a eu des positionnements idéologiques. C'est ce qui a d'ailleurs fait le RDA. Où on a eu, et d'ailleurs, c'est ce qui a aussi créé le schisme du RDA. C'est ce qui a fait, par exemple, pour le panafricanisme, les groupes de Casablanca et les groupes de Monrovia. Donc, pour moi, il est important qu'un parti politique qui est, comment dirais-je, national, ait une ligne idéologique qui lui permette d'avoir un soutien extérieur aussi bien qu'intérieur. Parce que, au final, ce que ces partis vont affronter, c'est justement des partis politiques qui ont des soutiens à l'extérieur. Ça serait, par exemple, illusoire de penser que, par exemple, dans le cas du Togo, le parti UNIR n'ait pas de soutien à l'extérieur. Maintenant, sur quelle ligne cela s'arc-boute, on peut en discuter. Mais, pour moi, il est important, et on l'a vu par exemple pour le Sénégal, le PASTEF a eu des soutiens de la sous-région, des soutiens internationaux. Quand vous prenez Succès Masra au Tchad, il a pris la peine d'aller chercher des soutiens internationaux. Quand vous prenez les principaux leaders actuels qui émergent, ils font l'effort d'avoir un contact avec les autres, et c'est un peu ça ce qui est la démarche panafricaine. Après, oui, on peut discuter sur la stratégie. Comment on atteint l'objectif d'une émancipation totale des peuples et d'une union totale des peuples. D'ailleurs, on le voit par exemple pour le cas de l'AES. Quand vous prenez par exemple Monsieur Traoré qui est président du Burkina, sa ligne idéologique, elle est claire. Vous prenez Assimi Goïta, sa ligne idéologique est claire. Parlons de ligne idéologique. Aujourd'hui, la ligne idéologique est claire. C'est le peuple contre les dictateurs. Le peuple togolais seul contre les dictateurs, contre tous. Non, par contre, tous des soutiens extérieurs. Non, là, il a recadré, il a agi le contexte en parlant de ce qui se passe un peu partout et qu'il faut une ligne idéologique. Et justement, quand on parle d'idéologie, il y a quelque chose de fondamental, un soubassement. Quand il a cité la RDA et tout ça, la ligne, c'était ceux qui voulaient l'indépendance ou ceux qui soutenaient la colonisation. Donc, la ligne était très claire. Donc, on a vu beaucoup le Parti communiste être un allié historique de tous ces des mouvements, de tous ces peuples-là qui voulaient avoir leur émancipation. Vous comprenez? Mais ici, aujourd'hui, dans notre contexte actuel, c'est la libération de notre peuple. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas aller nous allier avec des gens qui sont des dictateurs et qui méprisent leur peuple. Vous comprenez? Donc, la ligne idéologique, je ne cite personne. Je parle par rapport à ce mot-là pour dire que, effectivement, nous sommes dans ce schéma-là et c'est justement pour ça. D'accord. Le travail à faire,
le travail à faire, en fait, parce que on ne dit pas que nous ne sommes pas en train de dire que nous sommes sur une île isolée et que nous n'allons pas avoir de contact avec qui que ce soit. Nous disons juste que nous ne pouvons pas laisser. D'abord, l'isolement à redouter, c'est l'isolement avec son peuple. Nous ne pouvons pas redouter l'extérieur jusqu'à trahir les fondements de notre lutte. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est tout faire pour que la CEDEAO ne puisse pas faire autre chose que de soutenir le peuple togolais. Je reste toujours avec vous, puisqu'on parle d'isolement et tout. Il y a un mouvement qui a vu la naissance ce week-end, le mouvement national de libération, piloté par les trois personnalités que vous connaissez très bien, Akila Essomboko, Kofi Yamyan, et puis Jean Sylvanus Olympio. Est-ce que vous vous sentez proche de ces mouvements? Parce que je rappelle que ces mouvements appellent à tous ceux qui se voient dans la même logique que d'ailleurs, c'est-à-dire la lutte contre la 5e République, à se joindre à eux d'ici le 20 juillet prochain. Est-ce que vous vous sentez proche, que vous allez faire la démarche vers eux ou bien ils ont fait la démarche vers vous? Nous sommes totalement proches de ce mouvement-là. On parlait d'idéologie et quand vous prenez François Bokor ou Kofi Yamyan ou Jean Sylvanus Olympio, personne ne peut douter de leur détermination et de leur intégrité. Et donc, comme nous l'avons dit, nous encourageons toutes les initiatives qui ont pour objectif de libérer le peuple togolais. Et oui, ce mouvement-là, quand nous lisons ce qu'ils ont dit, nous pensons que nous sommes dans la même voie, nous faisons la même chose. Et oui, nous sommes totalement proches. Je rappelle aussi que Jean Sylvanus Olympio, c'est lui qui était le leader de ce groupe-là qui avait demandé les archives sur ce qui s'est passé en 1967 au niveau de la France, et il l'a obtenu. Horus, le temps est contre nous, mais Horus, dites-nous, quel peut être l'impact, l'influence de ce groupe-là à l'extérieur, très loin des frontières togolaises, sur ce qui se joue aujourd'hui par ici? Alors, l'impact, s'il n'est pas un impact de proximité, sera moindre. Parce que je pense que en termes de population africaine, ce que les gens veulent, c'est de la proximité. Il faut qu'on puisse sortir de l'élitisme que l'on veut donner à la politique pour pouvoir la ramener au peuple. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ont fait un certain nombre de leaders tels que Cabral, tels que Sankara. Ramener la chose politique à quelque chose de digeste afin que le peuple puisse se l'approprier. Donc, lorsque on est à distance, il y a ce problème de proximité. Mais si tu me permets, en ce qui concerne la question idéologique, je vais donner des anecdotes qui vont permettre un peu de resituer. C'est que si vous prenez Olympio par exemple, Olympio, c'est Sylvanus Olympio, le père. Sylvanus Olympio, c'est un panafricain. Nkrumah est panafricain. Mais les deux ne sont pas de la même ligne idéologique. Houphouët Boigny a été président du RDA. Sékou Touré en a été secrétaire. Mais Houphouët et Sékou Touré ne sont pas de la même ligne idéologique. Et donc, pour moi, il est important parce que le problème avec les partis, c'est que les partis togolais et même africains en général, c'est que il ne suffit pas simplement de dire on va libérer le peuple. Il faut préciser on va libérer le peuple. On va libérer le peuple. Comment on est pratiquement arrivé au terme de cette émission. Il estime que ce mouvement-là, loin des frontières togolaises, n'aura pas assez d'impact. En 30 secondes, de votre côté, vous pensez que le MNL peut vous apporter quelque chose ici? Non, il faut comprendre que le MNL aussi, c'est une composante du peuple togolais. Et c'est le peuple qui va faire le boulot. Et il y a des gens sur place, il y a ceux qui sont à l'extérieur. Et l'essentiel, c'est de se donner la main et de faire le travail. C'est-à-dire que c'est un mouvement, c'est-à-dire que le peuple doit être mis en mouvement. Et où est-ce que, quel que soit ceux qui sont à l'intérieur, à l'extérieur, ils ont un rôle à jouer. Et c'est ce rôle-là que chacun doit faire, le mettre dans la main avec les autres. Donc, il n'y a pas d'isolement. Mais si vous permettez, oui, c'est-à-dire qu'il a parlé d'idéologie et en citant Sékou et Houphouët, mais il faut comprendre que Houphouët avait trahi la ligne à un moment donné en s'alliant avec la France. C'est juste ça. Sinon, à la base. Et quand on prend Nkrumah et Olympio, le truc c'est que Olympio était pragmatique et il pensait qu'il faut faire l'intégration économique avant de faire l'intégration politique, et Nkrumah voulait plutôt même annexer politiquement les autres pays avant d'arriver à l'intégration économique. Le temps est parti.
Mais en 20 secondes, est-ce que vous pensez pas que ce groupe-là, à l'extérieur, pourrait peut-être aussi peser en termes diplomatiques vu... Non, ils peuvent. Alors, il faut peut-être ceux qui font comment dirais-je, qui font des mouvements à l'extérieur, ils ont un poids. On l'a vu en 2017 quand il y a eu les manifs. Ils ont un poids incontestable. Seulement, il faut qu'il y ait quelque chose qui se fasse sur le terrain, sur le territoire. Et c'est là où revient la difficulté, parce que le territoire, il est quadrillé. Alors, donc, comment aller dans des actions de proximité. Merci beaucoup. C'est ça qui va être le plus compliqué. Merci beaucoup, Horus. Merci également à Monsieur Atapouama. J'aurais aimé prolonger le débat, mais comme je savais, le temps est contre nous. Alors, quant à vous, chers téléspectateurs, je vous dis que Dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse toujours et toujours encore pour votre fidélité à cette émission. On se retrouve dans le prochain numéro. Notre environnement. Cours en ligne disponible à l'ISA. Possibilité de payer la scolarité avec des produits agricoles. 50% de réduction des frais d'inscription. Site web www.esatogo.com. ESA, le label des diplômes de qualité. Vous avez suivi l'émission Écho du Togo avec l'École supérieure des affaires ESA. ESA, le label des diplômes de qualité.